Bienvenue à cette 19e édition d'Orange Business Live, votre rendez-vous avec Orange Côte d'Ivoire pour vous accompagner dans votre transformation digitale. Un grand merci pour votre patience. Nous avons eu un léger incident technique, mais tout est rentré dans l'ordre et nous sommes très heureux de pouvoir enfin démarrer ce live. Je suis Eunice Teloro et c'est avec un grand plaisir que je vais assurer l'animation de ce webinaire. Lors de notre édition précédente, nous avons parlé d'automatisation et d'intelligence artificielle et notamment de leurs impacts sur l'emploi et les compétences en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le cloud computing qui sera à l'honneur et nous allons voir comment optimiser les ressources et les opérations grâce au cloud. Pour ce faire, nous aurons deux intervenants qui sont hautement qualifiés, des voix autorisées, qui vont nous partager leurs connaissances, leur expertise sur le sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de partager, comme d'habitude, des règles, des consignes pour que ce direct se déroule dans les meilleures conditions pour vous. Déjà, vous êtes connectés, vous avez patienté, c'est super. On va vous demander d'être là, de rester présent à 100% avec nous en coupant toutes les sources de distraction et en restant bien concentré. Vous pouvez prendre aussi des notes numériques ou physiques. Et puis, Orange Business Live, c'est un cadre d'échange qui encourage donc votre participation active. Vous pouvez réagir, nous envoyer des questions, des commentaires. On aura l'occasion, nos panélistes en tout cas, de répondre à vos questions dans la seconde partie de ce live. Aujourd'hui, toutes les organisations, qu'elles soient publiques, privées ou hybrides, cherchent à faire plus avec moins. On veut plus d'efficacité, plus d'agilité, plus d'innovation, avec des ressources qui sont bien évidemment limitées. Et dans cette quête de performance, le cloud computing s'impose désormais comme un accélérateur incontournable. Derrière cette évolution, une question cruciale se pose. Comment les organisations peuvent-elles repenser leurs pratiques opérationnelles et optimiser leurs ressources à l'ère du cloud computing? Comment aborder cette transformation? Quels choix stratégiques poser? Comment adapter les processus internes, les ressources humaines, les enjeux financiers et techniques, tout en gardant la maîtrise des coûts, en protégeant la donnée et en préservant la souveraineté numérique? Ce sont ces points et bien d'autres que nous allons décortiquer tout au long de cette édition d'Orange Business Live avec nos deux experts, nos deux panélistes. Et pour cela, j'ai le privilège d'accueillir maintenant Maktar Sako, qui est directeur général du groupement Orange Service. Bonjour Maktar. Bonjour Eunice. Merci d'être avec nous. Et Maktar, tu joues un rôle central dans l'harmonisation et dans l'industrialisation des services partagés du groupe Orange, notamment dans la zone Afrique et Moyen-Orient. Exactement. Ouais. Donc tu peux très bien nous éclairer sur les aspects, la dimension stratégique et l'efficacité opérationnelle à l'échelle panafricaine. D'accord. Merci Eunice. Content en tout cas. Bonjour à tous. Et content de rejoindre ce talk, qui est un business live, pour parler du cloud en général, mais particulièrement pour les entreprises, parce que je pense que c'est là où l'intérêt du cloud doit pouvoir plus avoir du sens par rapport un peu à cet échange que nous avons ce matin. Pour revenir un peu à notre rôle au niveau de Orange, Middle East et Africa, particulièrement sur le sujet du cloud, en effet, on a la chance un peu de diriger la plateforme la plus importante, je peux dire, au niveau de la zone qui gère le cloud pour le groupe Orange en Afrique et le Moyen-Orient, donc qui se trouve ici en Côte d'Ivoire, d'accord, au niveau du VTIP. Et par rapport un peu à cette industrialisation que nous faisons autour du cloud au niveau du GOS, c'est particulièrement pour un besoin qu'on appelle un peu une orientation stratégique qui est aller sur le digital. Donc, je reviendrai là-dessus parce qu'on parle du cloud souvent en termes de ressources, mais il faut le regarder aussi en termes de valeur ajoutée par rapport un peu aux activités que nous faisons en tant qu'entreprise dans la vie au jour le jour.
Donc, par rapport à ça, on a fait le choix dans un modèle opérationnel qu'on appelle un peu mutualisé. D'accord, un modèle mutualisé dans les opérations que nous faisons dans la zone. On a fait le choix d'avoir des centres d'expertise, d'accord, sur des métiers très spécifiques. Bon, je ne vais pas tout dérouler, mais qui concernent la sécurité informatique, donc, comme vous le savez, qui concerne un peu aussi le sujet, mais aussi sur des domaines métiers comme la fraude, le revenu assurance, la gestion des data, les processus internes finance qui peut concerner aussi d'autres domaines techniques, le roaming, etc. Et ces centres d'expertise-là, on les a installés dans la zone, soit au niveau du siège à Casablanca, mais particulièrement ici, parce que le gros de ces centres sont basés à Abidjan, et un bout au Sénégal. Mais ces centres-là, avec le choix d'être en Côte d'Ivoire avec ce data center, nous permet d'orchestrer à partir d'une usine, c'est-à-dire l'usine du cloud pour nous, et permettre aussi à ces centres-là de pouvoir travailler et offrir les services en mode synergie, mutualisé aux filiales. Donc c'est un peu ça le rôle, un ensemble de choses qu'on combine pour essayer d'avoir un accélérateur au niveau des services qu'on offre autour des filiales, Maxit, voilà. Je ne vais pas tous les citer parce que voilà. En tout cas, on sent que tu as beaucoup à dire, Mactar, voilà, sur le sujet. Voilà, on va y revenir tout à l'heure, mais vous avez une présentation des services du GOS. On aura l'occasion d'approfondir tout cela tout à l'heure. En tout cas, merci Mactar d'être avec nous. On a aussi Franck Agoli, qui est senior manager en administration des infrastructures SI. Et Franck, tu es l'un des pionniers du B2B et de l'infrastructure cloud chez Orange Côte d'Ivoire. Donc tu es très bien placé pour nous parler du terrain, de l'optimisation technique, des processus d'exploitation. Ah oui, merci. Bonjour Eunice, bonjour à tous. Donc en fait, il s'agit de pouvoir, pour toute entreprise, là, c'est un opérateur qui a parlé, opérateur cloud qui a parlé. Moi, je parle pour toute entreprise comme Orange, donc pour tous ceux qui nous regardent, pour savoir comment on aborde la chose, tout ce qui est cloud en tant qu'entreprise. On est passé effectivement des salles machines, on est passé de la virtualisation. Aujourd'hui, on parle de cloud parce que, au-delà de tout, nous sommes une entreprise et l'entreprise, c'est de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, on a beaucoup de digitalisation qui se font. Tout type de digitalisation va dire mise en place de données. Et ces données-là, nous, en tant qu'entreprise, on doit pouvoir les conserver. On doit pouvoir passer à tout ce qui est workload, donc faire des calculs et tout ça. À un certain moment, en tant qu'entreprise, évidemment, on ne peut pas tout avoir parce qu'on n'a pas de budget extensible. Et donc, on se pose la question, en tant que gestionnaire donc, de cette infrastructure cloud-là, ou des infrastructures techniques, et si, comment on fait pour pouvoir, on va dire, suivre les clients qui, eux, dans le normal des choses, bougent, nous produisent tant de données, et ces données-là qu'on vend aujourd'hui, c'est ce qu'on vend. Donc, on se tourne vers la technique, et la technique regarde en interne ses budgets. Ces budgets ne peuvent pas suffire, c'est sûr. Si l'entreprise bouge, si les commerciaux vendent beaucoup plus, donc l'entreprise va se tourner vers des opérateurs pour lui dire attention, je n'arrive pas à regarder ou à calculer tout ce que j'ai comme données. Je vous souhaite, j'aimerais donc, on va dire, outsourcer une partie chez vous en termes de calcul, en termes de conservation des données, en termes de sécurité. Donc tout ça, ça va de pair. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que je n'arrive pas à assumer tout. Je confie à des opérateurs comme les GOS, je les confie, et comme autres opérateurs, je les confie pour une période donnée, et je ne paie que ce que j'ai vraiment commandé. Donc ça, c'est très important. En tout cas, très bien. On aura l'occasion de revenir en détail sur ces points. Donc, on a un panel qui est assez intéressant et complémentaire. On a Mactar qui est dans la peau du fournisseur du service et on a Franck qui est dans la peau de l'utilisateur du service. Avant d'entrer un peu plus en profondeur dans le vif du sujet, nous allons regarder ensemble une courte vidéo. On va partir sur la définition pour les nuls comme nous. Imaginez-vous, à la maison, vous avez un grand placard. Au lieu de stocker toutes vos affaires dans ce placard-là,
vous le mettez dans un grand entrepôt virtuel, très sécurisé, très bien compartimenté, qui fonctionne grâce à Internet. Et on a accès à ce serveur sur n'importe quel support. Téléphone, ordinateur, tablette, bref, ça vous rend la vie facile d'avoir le cloud. Merci. Alors, le cloud, c'est un ensemble de serveurs informatiques accessibles via Internet et du coup qui permet de stocker des données ou alors d'y avoir accès partout où on est. Le cloud, pour moi, c'est un logiciel de stockage où l'on peut regarder des photos, des fichiers importants, des documents et pouvoir les récupérer à n'importe quel moment sur n'importe quel appareil. Pour moi, le cloud, c'est une grande distribution Internet. Imagine par exemple, tu es à un anniversaire, tu oublies ton téléphone à la maison. Pourtant, il y a une photo super importante que tu dois envoyer à ton papa. C'est simple, grâce à ton cloud, tu peux juste te connecter via l'appareil de ton ami et lui balancer. Il y a aussi le fait que souvent, on n'a pas notre ordinateur sur nous. Grâce au cloud, tu pourras, sur n'importe quel appareil, trouver ton fichier et puis peut-être balancer pour des entretiens ou je ne sais quoi. C'est ça pour moi le cloud. Le cloud pour moi est un logiciel de stockage qui permet de garder les photos, les vidéos et de les récupérer à tout moment. Bonjour, pour moi le cloud c'est un outil qui nous permet d'avoir accès à de la donnée, à un système d'information. En tant qu'expérience client, il nous aide aussi à mieux connaître nos clients, mieux les prendre en charge et puis leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Orange Business. On vient de regarder une petite vidéo dans laquelle chacun donne sa définition du cloud. Et je vais me tourner maintenant vers nos deux panélistes et leur poser la question. On a entendu beaucoup de mots. On a entendu logiciel, outils, armoire, local. Et je commence par toi, Maktar. Oui. Comment définirais-tu simplement le cloud computing pour un décideur non technique? C'est que vous êtes expert, on va essayer de faire simple. Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont, voilà, comme vous voyez, les définitions sont tellement vraies, dépendant un peu de la personne. Parce que c'est un peu l'usage qu'il en fait, qui lui permet un peu de donner un sens à ce qu'il fait lui. Donc, c'est à cause de ça, c'est dépendant des profils, on aura des définitions un peu différentes, mais on va peut-être en choisir deux. Comme ça, ça permet de faciliter. À la base, encore une fois, l'accès à distance des données, on savait le faire avant le concept du cloud. L'accès à distance des données. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Mais il y a un nouveau nom qui est venu qui s'appelle cloud, et c'est comme si on ne l'avait jamais fait. Maintenant, la différence, c'est quoi? Pour venir à une définition maintenant, comme tu dis, voilà, communément, c'est juste une offre de service informatique qu'on consomme à la demande via Internet. Une offre de service informatique qu'on consomme à la demande via Internet. D'accord? Il y a le problème à la demande quand je veux et il y a l'aspect Internet. D'accord? Les deux là sont les deux choses qui permettent de faire le cloud. Après, on a une définition purement technique. D'accord? Il en a parlé tout à l'heure chez lui. C'est la partie technologique. Parce que pour pouvoir faire cette offre de service via Internet, en on-demand, vous avez besoin de technologies, qui sont des technologies de virtualisation de serveurs, tu vois, un ensemble de serveurs de stockage, un ensemble de serveurs de processing, qui permettent de faire ce qu'on appelle le computing, les calculs, pour que les programmes soient rapides. Et tout ça, d'habitude, on le met dans une technologie, dans des serveurs, avec des processing, voilà, un ensemble de choses, dans un data center. Et ça, c'est une définition aussi technique. Un technicien pur va te le dire comme ça, parce que lui, il voit un peu le volet technologique. Mais pour revenir sur le commun des mortels, franchement, c'est l'offre de service, ou bien la consommation du service en mode libre-service via l'Internet. Donc cette définition, c'est la définition la plus simple. Cependant, après, il y a les gens ils se disent, bon, c'est simple, on offre beaucoup de choses sur Internet en mode libre-service. Vous raisonnez aussi le digital derrière, pour dire comment est-ce que le cloud est important aussi sur le digital. Mais par contre, pour les puristes, parce que des fois, c'est bon, je suppose peut-être qu'il y a des techniciens qui nous suivent, parce que souvent on l'entend et ça amène beaucoup de débats. Par contre, les puristes, ils poussent derrière pour dire attention,
c'est simple, mais par contre, pour pouvoir faire du cloud, il faut savoir consommer le service en mode as a service, comme qui achète un service. L'informatique, il faut que ce soit consommé comme un service. Il ne faut pas qu'on ait toute la complexité technique pour dire que je fais du cloud. Si tu amènes ton serveur physique, d'accord, toute la machine, là, que vous voyez des fois dans les grandes salles machines, ce n'est pas parce que vous l'avez, vous faites du cloud. Parce qu'il y a des puristes qui disent non. Si tu ne consommes pas les services à la demande, comme quelqu'un qui a acheté du pain, tu ne fais pas du cloud. Donc ça revient à dire, pour faire du cloud, il faut acheter le service, soit c'est une application que j'achète en mode libre service, donc je me connecte dans mes mails à partir d'Internet. Donc ça devient du application as a service. Je consomme des applications comme du service. Ça peut être aussi des infrastructures, du virtuel, de beaucoup de serveurs, des données que je stocke quelque part. Je peux le consommer à partir d'une infrastructure. Je le consomme, là je fais de l'infrastructure as a service. J'achète l'infrastructure comme un service. Et là je peux le faire aussi sur une plateforme. Ça peut être une plateforme as a service. Donc quand j'achète du cloud, d'habitude les puristes ils disent il y a ces 3 catégories de services qu'on offre. Application as a service. Infrastructure as a service ou plateforme as a service. Maintenant, après, on peut avoir des déclinaisons. Ça peut être que du stockage, ça peut être que du serveur, ça peut être ce qu'on appelle des conteneurs, etc. Mais au moins ces 3-là, de manière globale, on se retrouve pour dire si quelqu'un fait ses offres, il est en train de faire des offres du cloud. Ok. Voilà. Merci Maktar pour cette explication. Franck, je sens que tu voulais rebondir là-dessus. Oui, mais enfin, ce qui est important qu'il a dit, c'est qu'il faut savoir que c'est un service informatique à la demande, auquel on accède via Internet. Si on l'a, c'est bon, ce qui est simple. Maintenant, qu'est-ce que moi, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que moi, en tant que vendeur, qu'est-ce que moi, en tant que marketeur, en tant que quelqu'un qui gère les clients, je pars chercher c'est quoi mon service à moi. Et donc c'est cela qu'il est important de pouvoir donc les catégoriser. Moi en tant qu'entreprise, je décide, et comme j'ai un serveur, je vais aller archiver mes données chez le gosse. Donc là, je vais faire du backup as service. Donc je vais aller chercher de la sauvegarde, aller déposer mes données, bien que je maîtrise, j'entretienne, j'administre mon serveur à moi. Donc pour moi, mon cloud, en tant qu'entreprise, je vais chercher du backup. Pour la personne qui a parlé de photos, ben, c'est important pour elle. Elle dit, moi, ce qui importe moi dans le cloud, c'est d'aller chercher mes photos partout où je suis, même si je n'ai pas mon smartphone, je peux aller prendre le smartphone de mon frère et puis me connecter. Donc c'est du photo à service. C'est de l'application, c'est du stockage, par exemple. Donc voilà, donc c'est vraiment à chacun de définir ce qu'il entend du cloud. Et on l'a assez vu, on l'a bien vu dans l'interview qui est passée. Pour revenir à tout ce qui est professionnel, c'est ce que je disais, c'est vraiment important de savoir que derrière le cloud, ce n'est pas que le nuage qu'on s'imagine. Il y a également, hélas, il faut le dire, des ordinateurs, il y a des machines, il y a des hommes qu'on a formés qui travaillent pour, peut-être on verra un détail. Il y a tout un lot de choses qu'on met en place pour eux, on va dire les acteurs du domaine, garder tout ce qui est complexité chez eux pour faciliter la tâche à ceux qui utilisent le service. Donc, encore une fois, la complexité qu'on avait chez les entreprises à déployer, à former des techniciens de haut rang et tout ça, aujourd'hui, on va dire, bon, écoutez, pour une petite entreprise, c'est compliqué. Donc, je vais déporter tout cela chez un opérateur cloud. Donc, encore une fois, en tant qu'entreprise, c'est vraiment important pour moi de savoir que je ne vais pas aller chercher ou à recruter le dernier ingénieur qui sait faire la dernière containerisation. Je sais compter sur de grosses, par exemple, pour le faire pour moi. Un partenaire fiable. Un partenaire fiable. Non, pour moi, je paye ce que j'ai à faire et puis le gosse s'en occupe. Je m'occupe de mon métier à moi, qui est par exemple de la vente. Donc ça, c'est vraiment important à capter. Voilà. Ok, très bien, très bien. Et aujourd'hui, en quelques mots, comment définiriez-vous le rôle du cloud computing dans la transformation numérique des organisations? Alors, en fait, je commence. Alors, on le disait tout à l'heure que le but, en tant que... on ne fait pas du cloud pour faire du cloud. On fait du cloud pour gagner de l'argent. Donc,
qu'est-ce qui fait qu'on gagne de l'argent? Derrière, il y a beaucoup de digitalisation de la société. Cette digitalisation engrange des données. Ces données doivent être conservées, sécurisées et tout ce qu'on a derrière. À partir de là, quand j'ai ces données-là, il faut que je les utilise à bon escient. Et en tant qu'entreprise à petit budget, encore une fois, je ne sais pas forcément donc, maximiser les données que j'ai. Donc je les conserve, je les donne, entre guillemets. Donc c'est ma propriété. Mais je les sauvegarde. Je les sauvegarde. Donc tout ce qui est calcul, tout ce qui est application même, je peux aller jusqu'à l'application, je les conserve. C'est des personnes qui sont morales, bien sûr, des personnes morales qui sont spécialisées là-dedans. À partir de là, forcément, il y a un gros impact sur ma vente. Donc si je vends, là bientôt, c'est la fin de l'année, j'ai une entreprise, je suis chargé en termes de cloud avec mon infrastructure à 70. Et quand ça sera à la fin de l'année, il y aura beaucoup de copies de publicité. Je vais monter peut-être à 140. La 40, je perds ses clients avec l'image que ça donne. Donc pour pouvoir avoir mon chiffre d'affaires, je vais devoir déporter donc cette tâche-là, ce calcul-là, ces données en support du ça. Je vais déposer donc chez, par exemple, le gosse, et qui va m'aider donc à faire mon chiffre d'affaires. Derrière, c'est de l'argent. Je suis une entreprise, encore une fois, le premier but, c'est d'avoir de l'argent. Donc, il y a vraiment de l'impact sur mon métier en tant que technicien pour les entreprises. Et l'entreprise de manière globale, le directeur général veut du chiffre d'affaires. Il aura son chiffre parce que derrière, il y a des entreprises qui ont pris la charge que j'avais durant cette partie-là. Et quand ça va passer, donc les fêtes vont passer, je vais revenir à mes 70, je vais payer ce dont j'ai besoin, et puis je suis tranquille. Voilà. Donc l'impact, il est là. Et ça, c'est dans tous les domaines. Dans le domaine de l'hôpital, dans le domaine de la vente, on l'a dit tantôt. Dans tous les domaines, c'est vraiment important. Ok, donc si je comprends bien, il ne faut pas perdre de vue quand même que le rôle de l'entreprise, c'est de Ah gagner ben oui. de l'argent. C'est pas d'être à la mode. On ne fait pas du cloud juste pour être à la mode. C'est ça. On est là pour gagner de l'argent et donc justement en déléguant l'exploitation de son infrastructure à des partenaires qui sont qualifiés, les entreprises peuvent se concentrer sur leur cœur de métier et puis pouvoir aussi consommer ces infrastructures-là, ces ressources à la demande en fonction des effets saisonniers où il peut y avoir des pics de vente ou pas. Donc le cloud est comme un accélérateur là, cet accélérateur dans la rentabilité des entreprises, leur profitabilité. Oui, Mactar? Oui, en fait, je pense que tu as touché un mot tout à l'heure qui était en fait le mot-clé accélérateur, mais c'est un des éléments. Il y a peut-être, pour donner un peu une perspective comme ça permet de comprendre surtout ce qui font un peu leur business autour du digital, ou bien ce qu'on appelle l'économie moderne, l'économie numérique. Où on utilise beaucoup l'informatique, les données, mais aussi voilà, toute la partie sur on le voit, le téléphone avec les applications et autres. Donc, les gens, ils voient un peu en termes d'expérience client, c'est simple. On lance, tout marche, etc. Et la simplicité que vous voyez autour un peu de l'ouverture un peu de Facebook ou bien de notre Maxit ou bien de Orange Money Pay, vous lancez, c'est bien, et puis on paye, et puis on passe à autre chose. Et c'est-à-dire que tout ce qui caractérise un peu cette expérience utilisateur, derrière, il y a une petite complexité ou bien même une grande complexité, dépendant des différents éléments. Donc, globalement, on les caractérise, ces complexités-là, par 5 grands éléments. Le premier, c'est le data center, l'infrastructure. Vous entendez beaucoup les data centers. Bon, ces derniers temps, vous verrez dans la presse un peu technique, on parle des milliards et des milliards d'investissements, parce qu'il y a l'IA aussi, qui est un peu le nouvel élément qui commence à changer un peu les dynamiques. Il y a le data center. Et dans le data center, il y a des complexités qui sont à l'intérieur, en termes de stockage, centre de calcul, la partie virtualisation. Il y a plein de choses qui sont dedans. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a aussi de l'énergie. Oui. Il y a du froid. Vous voyez, c'est un ensemble de complexité. Toutes ces machines. Merci. Mais tout ça, on cherche à le simplifier avec une bonne maîtrise pour que derrière, la personne qui met son application, dès qu'il l'ouvre, ça se lance. Mais ça, c'est un élément. Mais il y a le second élément qui est le réseau.
on l'oublie. Il n'y a pas de cloud sans réseau. Que ce soit à l'intérieur du data center, que ce soit à l'extérieur. Les réseaux, sans Internet. Par Internet, mais aussi le fait de communiquer les programmes dont on parle. Donc, ce sont cet élément-là de valeur ajoutée qui intéresse une entreprise. D'accord? Donc, c'est un accélérateur, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais surtout pour avoir des gains de productivité en tant qu'entreprise. Maintenant, c'est un autre accélérateur aussi pour avoir des revenus parce que ça me permet de pouvoir disposer de marchés de plus en plus ouverts. Parce que je vais être sur Internet avec une application. Au lieu de servir avec mon réseau interne un bout, sur Internet, je peux servir des millions, des fois au-delà même de mon pays, au-delà même du territoire. C'est un peu ce que font les grandes entreprises comme Google et autres. Okay. Et ça, il n'y a que le cloud qui permet de le faire. Donc vous voyez en termes économiques, il y a déjà le gain de productivité, il a dit tout à l'heure les coûts. Parce que si je n'ai pas les data centers avec la complexité que ça demande, vous imaginez les coûts de maintenance que je peux économiser naturellement. Parce que tout ce que je vous ai expliqué, l'électricité, le froid, les serveurs, les capacités à acheter pour le stockage, pour la partie compute, tout ça, c'est d'une complexité énorme, rien que les avoir en termes d'infrastructure. Oui. Mais aussi, il faut avoir les ingénieurs pour. Les compétences. Voilà. Donc, il y a encore un autre surcoût qu'il faut avoir et ensuite garder, etc., toute la partie RH et ce que ça demande, etc. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder en termes de productivité, gain de productivité, et aussi l'accélérateur qui fait l'ouverture que ça permet d'avoir sur un marché. Parce que sur tablette, sur téléphone, voilà, et ensuite la masse que ça peut. Un marché beaucoup plus intéressant, donc naturellement, plus intéressant. Voilà. D'accord, ok. Et en général, quelles sont les principales motivations des entreprises qui migrent vers le cloud? Est-ce qu'elles cherchent à réduire leurs coûts? Est-ce qu'elles cherchent à être plus agiles? Est-ce qu'elles cherchent à innover? Est-ce que c'est la continuité d'activité qui les motive? Quelles sont en général les principales motivations? Pour revenir là-dessus, je pense qu'il y a un élément, bon, pour revenir, parce qu'il l'a dit, hein, la raison d'être d'une entreprise, c'est de faire du business. Si on ne fait pas de business, questionnons-nous si on est une entreprise ou pas. Donc si c'est ça la raison d'être, il va falloir que celui qui veut continuer à gagner du business dans le cadre de son modèle économique puisse savoir où sont les gains que je peux aller chercher. Et aujourd'hui, on peut tous peut-être le concevoir, le gain, il est dans le numérique. C'est-à-dire les gains de productivité ou le marché. Même si je vends, on le fait, hein, un petit resto, si je veux que ça aille vite, il faut que je cherche le marché pour passer par, on le voit, les plateformes, quoi. D'accord? Ça, c'est le numérique. Donc, il faut que je puisse être ouvert un peu sur la capacité à avoir peut-être des gens qui voient ce que j'ai en boutique. Donc, il me faut un site de e-commerce, par exemple. Et toutes ces choses-là, si on regarde bien qu'on a un modèle économique, on sait que c'est le digital qui les drive, tu vois, c'est plus un choix, c'est une obligation. Parce que c'est le marché qui est structuré autour du digital. Donc, en tant que chef d'entreprise, on ne discute plus de oui, il faut le faire ou pas. C'est peut-être comment on le fait et quel service de cloud je vais consommer. Parce que c'est ça, en fait, la dynamique. On ne fait pas le cloud juste parce que c'est à la mode. On doit innover pour innover. Mais même si l'innovation ne permet pas de gagner des gains de productivité ou des revenus supplémentaires, je pense qu'on peut faire facilement l'arbitrage, quoi. Si j'ai un petit serveur qui en comparant avec le coût que ça va me coûter dans le cloud, le petit serveur permet de gagner des gains, je peux le garder. Je pense que tout l'arbitrage vient de là. Mais par contre, si on veut accéder à un marché plus énorme qui peut demain s'élargir à souhait, il faut être dans le cloud. Parce que la capacité, exactement, la capacité de monter en charge, ce qu'on appelle la scalabilité, c'est à ce niveau-là qu'on peut le faire. Ok. Ouais. D'accord. Merci Magda pour cet éclairage. Alors Franck, quelles sont les erreurs fréquentes qu'on peut observer dans la gestion des clouds, dans la gestion des coûts en particulier des clouds? Parce qu'on l'a dit, hein, l'entreprise est là pour gagner de l'argent. Certes, le cloud aide à optimiser la productivité. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir aussi réduire les coûts. Mais en pratique, ce n'est pas forcément toujours le cas. Si ces coûts-là ne sont pas bien suivis et monitorés. Donc, quelles sont les erreurs fréquentes qui peuvent arriver dans la gestion des coûts du cloud?
Oui, évidemment, dans tout autre domaine, il y a des difficultés. Il peut y avoir des difficultés. Donc, pour aller dans le cloud, il faut s'y préparer. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué pour avoir un retour sur expérience. Aujourd'hui, vous allez dans toutes les lectures, c'est bien écrit comment on procède pour aller vers le cloud. Et pour une entreprise, on va dire, sur le territoire national, qui veut aller vers le cloud, qui veut son propre cloud, c'est un choix également de savoir est-ce que je pars tout de suite avec des partenaires qui m'aident à déployer ou je déploie mes équipements dans un cloud ou est-ce que je pars moi-même sur mon infrastructure cloud. Ça également, c'est un choix à faire et en fonction de l'ambition qu'on a, etc., on choisirait. Pour ceux qui veulent aller dans leur propre cloud, je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut d'abord regarder, il y a le choix même de l'espace, donc du lieu où on veut faire le cloud, où on veut déployer son infrastructure cloud. Il faut savoir, pour être pratico-pratique, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, avec le peu d'expérience qu'on a, il faut éviter de déployer son cloud dans des zones à fort engouement industriel. Parce qu'il y a derrière tout ce qui est électricité, énergie. Et donc, si vous avez beaucoup d'entreprises qui tirent l'énergie à cet endroit-là, vous aurez du mal à stabiliser donc, votre cloud. D'accord. Donc ça, c'est des petites données forcément qui sont dans la lecture ordinaire, mais qui est propre aux entreprises, enfin, au pays que nous sommes, à Côte d'Ivoire par exemple, aux pays africains. Donc, il vaut mieux déployer, choisir un bon lieu où il n'y a pas assez d'entreprises. Voilà, ça c'est vraiment très important. En général, on le fait en périphérie des villes et on évite les zones industrielles. Ensuite, on va aller négocier avec l'opérateur. L'énergie, c'est très important. Sans énergie, voilà. On va aller négocier avec l'opérateur d'énergie, l'opérateur de télécom et tout ça, pour qu'il nous rassure sur la capacité à nous apporter du réseau, du sang, nous apporter du réseau pour qu'on puisse travailler sans difficulté, sans coupure. On va négocier avec l'opérateur d'électricité pour être plus ou moins rassuré qu'on a 2 départs différents qui arrivent et que derrière, pour la redondance, pour la stabilité de tout ce qu'on va faire. Parce qu'on garde les données des gens. Si on garde les données de notre entreprise, et s'il y a des coupures brusques à tout moment, ça ne marche pas. Oui. Après, il y a tout ce qu'il y a derrière, donc la protection, on parlait d'air chaud, d'air froid, de clim, de sécurité qu'on a derrière, même sécurité physique également, comment on fait pour gérer la sécurité physique. Ça également, c'est un pan qu'il faut pouvoir étudier. Quand on a fini tout ça, on va mettre en place donc, du câblage. Donc, quel type de câblage on choisit pour ne pas dépasser trop de câbles. Donc tout ça, c'est vraiment des spécialistes dans chaque domaine. C'est pour ça qu'on vous dit que la complexité revient à l'opérateur. Donc celui qui clique, il ne voit pas tout ça. Mais il y a tout ça qui est dedans. Et puis après cela, le choix de nos commutateurs, le choix de nos serveurs, quel type de serveur on choisit. Par expérience, je sais qu'après avoir fait 2 ou 3 data centers, je me rends compte qu'il y a des fournisseurs en termes de choix des serveurs qui ont des rapports de 1 à 3, voire 1 à 4. Ça veut dire que là où j'ai un seul serveur, de l'autre côté, quand je choisis, je me trouve avec 4 serveurs. C'est ça. Donc l'impact sur l'environnement... Ça veut dire que pour avoir la même performance, il y a des fournisseurs qui peuvent proposer un seul serveur et il y en a d'autres qui en proposent 4. C'est tout ça que je dois analyser. Parce qu'il y a un impact sur la consommation, donc sur le coût final d'énergie. Il y a un impact sur l'espace, parce que voilà, l'occupation du sol et tout ça. Donc il y a un impact sur tout ça. Donc il faut vraiment en amont prendre le temps, se confier à des spécialistes pour pouvoir ressortir toutes ces données-là. À partir de là, on fait des choix en fonction de son budget, en fonction de là où on veut partir. On peut commencer, évidemment, de conseiller de commencer tout petit et de savoir qu'on va évoluer dans tel ou tel sens, et donc on réduit tout ça. Donc c'est entre guillemets, des points d'attention qu'il faut avoir avant de construire ce bâti dans une cloud et se construire. Après, quand on a fini de construire son cloud, il faut savoir qu'on ne pourra jamais tout avoir dans son cloud. C'est pas possible. Au moment où l'entreprise va vraiment exceller et que tout va bien marcher comme on veut, on aura besoin de données et ces données vont nous dépasser. À un certain moment, comment on fait pour pouvoir, une partie de ces données-là, de ces calculs, tout ce qu'on veut dans notre data center, les confier à un opérateur spécialiste, à un spécialiste. Ok, d'accord. Donc pour les confier à un spécialiste, on parle aujourd'hui de cloud natif.
C'est-à-dire comment je fais de telle sorte que mon cloud soit compatible avec le cloud d'Amazon, avec le cloud de Goss, avec le cloud de trucs, et que ça se fasse en guillemets d'un clic, en guillemets. Ça veut dire que je dois respecter des normes. Donc toute cette complexité revient encore à moi. Et puis évidemment, on en a parlé, tout ce qui est règles d'exploitation d'un data center, à tous les niveaux, depuis la couche physique jusqu'à la couche applicative, il faut respecter les règles, sinon, voilà, les gens nous font confiance, c'est pas beau. Oui. Après cela, il y a la formation. Elle n'est pas négligeable pour nous, les pays africains. Il faut de la formation. Et donc, il faut s'apprêter à la formation. Et pour s'apprêter à la formation avec le ministère de la Technologie, c'est 1, 2, 3 ans qu'on apprête les collaborateurs en montant en compétences, en les formant. Il faut les retenir. Donc, quand je les donner, il faut surtout les retenir. C'est des compétences rares. Il faut pouvoir les payer, il faut pouvoir les retenir, il faut pouvoir les inciter à rester chez soi. Et c'est très important. Donc voilà toute la complexité qu'on a. Ce n'est pas pour faire peur, il faut juste dire que vous prenez la complexité et la facilité revient à vos usagers. Et parlons justement des compétences. Quelles sont les compétences internes nécessaires? On a vu que c'est une panoplie de domaines. Et en général, quelles sont les différentes compétences, les profils recherchés? Justement, je pense pour compléter un peu ce qu'il disait, bon, parce que tu demandais que doivent faire les entreprises pour épouser un peu peut-être le modèle du droit ou bien faire un choix de cloud. Bon, là il nous a expliqué un peu tout ce qu'il faut pour avoir le cloud chez soi. Donc, vous voyez déjà en l'expliquant toute la... Voilà, parce que pour lui, donner... il a son cloud chez lui. Voilà, justement, partie, parce qu'en tant qu'opérateur, on en a toujours eu les salles machines et comme on est sur le marché de masse, ça grossit, donc il faut qu'on multiplie encore et ça, il nous le faudra aussi pour continuer à offrir des services de télécommunication. Mais par contre, si on revient dans... Voilà, parce qu'au-delà du groupe, il y a aussi les entreprises, les PME, les small business et autres, qui quelquefois aussi se posent la même question. Comment je fais aussi pour pouvoir épouser le cloud et peut-être quel accompagnement? Comme vous le savez, je parlais tout à l'heure du data center, c'est la base. Les centres de données, il faut un prérequis pour pouvoir en disposer si on veut faire du cloud. Et ce n'est pas tout le monde qui peut en construire. Il a dit déjà l'énergie. On l'oublie, l'énergie, c'est de l'énergie industrielle. Et très sensible aux serveurs. Et quand on dit serveur, c'est les programmes qui permettent de vous fournir l'accès aux données, l'accès aux photos, etc. C'est très sensible un peu à l'énergie. Si l'énergie n'est pas stable, l'énergie que consomment les serveurs ne sont pas stables, voilà, c'est des arrêts de service. Donc, problème d'expérience client. Donc, vous voyez un peu comment les choses sont liées. Donc, ce qui permet de dire, si moi je suis un chef d'entreprise dépendant du domaine où je me trouve, de ma taille aussi, etc., bon, c'est là peut-être qu'il va falloir, nous, en tant que fournisseurs ou en tant qu'experts, je parle Orange, comment est-ce qu'on peut te conseiller pour le bon choix? Maintenant, ça dépendra du modèle que toi, tu veux développer. Je parlais tout à l'heure d'un restaurateur qui veut être sur le monde du digital. Oui. Par contre, on sait que ce n'est pas évident. Concrètement, il veut avoir son site web, son application. Exactement, son application, voilà, de delivery, etc., le paiement et autres. Voilà. Ensuite, peut-être un petit truc de caisse, l'accès à une fibre. Mais là, on peut lui conseiller ce qu'il faut. Un petit logiciel SaaS. Comme ça, il n'a rien de serveur chez nous, il consomme juste le SaaS, qui fait sa petite comptabilité de vente, etc. Et c'est terminé. Il consomme et il paye à l'usage, ou bien avec un forfait. On peut même peut-être lui mettre dedans, dans le package, un accès fibre. Comme ça, il permet de régler. Vous voyez, ça, c'est fibre. Et il fait son business. Donc ça, c'est un modèle, par exemple, de scénario. Maintenant, ça peut être une entreprise, je ne sais pas, qui peut être dans la transformation de produits intermédiaires, d'accord, qui a besoin, par contre, d'avoir un processus technique de transformation, mais qui a besoin, franchement, de pouvoir avoir un logiciel technique qui permet de pouvoir processer les choses rapidement et qui peut monter en charge. Cette entreprise-là peut avoir, par exemple, deux options. Investir. Quoi comme entreprise? J'essaie de... Bon, on connaît bien le cacao.
Le cacao, j'ai pensé à la même chose. Voilà, justement. Quelqu'un qui est dans la partie intermédiaire qui crée de l'emballage. L'emballage pour mettre, par exemple, dans un truc, etc. Lui, souvent, il a un processus industriel pour créer, monter de la matière, pour avoir un peu les boîtes d'emballage. Ça, c'est une entreprise. Mais souvent, c'est un logiciel qui permet de processer ça. Soit on a deux possibilités. On prend le logiciel, on lui trouve des serveurs physiques et on construit la salle machine. On met toutes les configurations avant de pouvoir installer le logiciel et le faire fonctionner. Donc, vous voyez, déjà, il faut investir dans une salle. Cette salle, il faut bien avoir l'énergie stable parce que, comme je disais, le logiciel qui n'a pas de l'énergie stable ne fonctionne pas. Ça plante tout le temps. Donc, c'est beaucoup de problèmes. Donc, et ces logiciels-là, quand ça tourne, les serveurs aussi tournent, les calculs, la partie CPU, le processing, ça chauffe. Ça, franchement, ça chauffe. Oui. Il faut le refroidir. Donc, il faut un peu, voilà, toute la partie climatisation et autres. Froid. Donc, vous voyez, et ensuite, il faut la personne qui le maintient. Donc, on commence à monter en termes de coûts pour cette entreprise, rien qu'avec ce scénario. Maintenant, une telle structure, ce que nous, on lui conseille, c'est de dire, OK, vous avez votre logiciel industriel, vous pouvez l'utiliser, ramène-nous chez nous, on vous donne une infra designée par rapport aux capacités que tu veux. Et tu vas consommer juste de l'infra as a service. D'accord. Mais dans ce cas particulier, il y a une question importante à se poser. L'entreprise ferait de l'emballage pour le cacao, mais pourquoi est-ce qu'elle aurait typiquement besoin de cette infrastructure cloud? Ça lui permettrait de mettre son logiciel qui permet, parce que le logiciel, tu vois, c'est des emballages. Des fois, c'est des machines, outils, des fois, qui est automatisé, qui est robotisé. Mais c'est robotisé derrière un logiciel. C'est un logiciel, la personne, il vient devant la machine, il tape et puis le circuit fonctionne pour faire un peu, voilà. C'est ça, en fait. Parce que même si c'est des robots que vous voyez, mais c'est déjà un logiciel. Il y a toujours un logiciel derrière. Toujours. Même si c'est un logiciel industriel. Ça peut être aussi les banques dont on parle. Ça peut être une banque. La même, mais ça peut être aussi une banque. La même chose à la place. Au lieu de trouver tout ça, il prend son core banking, il le dépose ici chez nous, nous on lui ramène l'infra. D'accord. Donc je peux donner des cas, c'est à cause de ça, dépendant un peu du modèle d'affaires que tu gères, nous on te conseille sur peut-être le modèle de service que nous on peut te fournir pour aller très vite. D'accord, ok. Voilà. Donc il faut écouter le client bien. Voilà, des experts, parce qu'on parle du cloud globalement, il y a plein de choses dedans. Plein d'applications en fait. Voilà, et puis surtout les services. Parce que vous verrez, il y a des data centers, il y en a beaucoup. En Côte d'Ivoire, beaucoup de gens disent on a un data center, on a un data center. On peut avoir le data center et ne pas vendre du service cloud. Le service cloud, tant qu'il n'est pas dans le logiciel, ce que nous sommes en train de dire là, ça peut être de la location. C'est-à-dire, je fais de la colocation, on sait le faire. Tu amènes toi tes serveurs physiques, c'est-à-dire tout le truc. Au lieu d'avoir l'espace, tu dis je vais l'amener chez l'autre. C'est comme louer un appartement. Ça, les gens le font. Ils construisent tout le truc, le bâtiment, ils mettent l'énergie, tout ce qu'ils veulent, et puis ils disent, bon, amenez les serveurs chez nous. Mais ça, ils ne rentrent pas dans la complexité un peu de l'ingénierie. Bon, c'est normal, parce qu'Orange, c'est une entreprise d'ingénieurs, on sait, on a l'habitude d'offrir de la technologie. Donc, ce qui nous permet, nous, la différence qu'on a en tant que groupe, c'est qu'on a ces ingénieurs-là qui ont cette expérience à la base depuis longtemps. Donc, ça permet de pouvoir aller plus facilement et t'expliquer peut-être les éléments dont tu auras besoin pour développer ton business. D'accord, ok, merci Mactar, c'est clair, avec les différents types d'applications. Pour en revenir, tu parlais des différents ingénieurs qui existent et qui peuvent aider les entreprises à choisir le bon modèle. On parlait aussi tout à l'heure des différentes compétences, des métiers liés au cloud. Donc, quels sont-ils? Il y en a, en fait, il y a de plusieurs sortes. Mais à la base, comme on est dans le numérique, il y a déjà les métiers du numérique. Oui. D'accord, ce qu'on appelle un peu on les appelle les cloud engineers. Mais globalement, vous voyez, c'est des compartiments. Ça peut être des développeurs, ce qu'on appelle les développeurs, des gens qui peuvent facilement virtualiser des machines et te mettre les éléments pour le faire. Mais c'est des ingénieurs informatiques à la base, ça dépend sur quoi on les spécialise. Mais par contre, quand on les a chez nous, ce n'est pas seulement un profil qu'ils ont.
Ils ont des profils franchement multiples, quoi. Ils ont une certaine polyvalence parce que pour aller comprendre les problématiques de logiciels dans une base de données, il faut savoir traverser toute la chaîne de consommation des services techniques du cloud. Tu vois, c'est ce qui fait un peu la spécificité. Mais à la base, c'est des ingénieurs informatiques, mais pas que. Parce qu'on peut avoir des ingénieurs de l'énergie, de l'électricité, des gens du froid. Parce que tout ça, voilà, on en a besoin pour avoir une infrastructure qui marche bien. Donc c'est assez déterminant, ouais. Voilà, Les personnes qui savent bien gérer l'électricité, c'est le ça. froid, Le réseau, technique. important, je vous disais aussi, parce que le réseau, c'est le centre du cloud. Donc si on n'a pas des ingénieurs réseau sur le networking, sur la partie LAN, ce qu'on appelle le local à l'intérieur, et la partie externe, parce que tout passe par Internet, parce qu'on consomme le code via Internet. Donc si une personne n'a pas cette chaîne pour comprendre, voilà, le passage, la transmission de XY ne fonctionne pas bien, voilà, c'est pourquoi le service ne se passe pas bien. Donc tout ça, il les faut. Donc tu vois, c'est plutôt une combinaison un peu de profil qu'il faut avoir à l'intérieur pour faire fonctionner la machine. On rajoute également, il y a la partie sécurité, qui est importante parce qu'on s'adresse qui est très importante. C'est le pilier numéro 1. Exactement. Donc en termes de sécurité, on va former également, et le GOTS en a, on va former également des collaborateurs ou des agents qui sont très bons en sécurité, qui vont développer, qui vont observer, qui vont réagir et qui vont anticiper. Donc, c'est tout ce qui s'est passé sur les clouds. La sécurité, justement, elle reste une préoccupation majeure. Tout à fait. Quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez recommander aux entreprises pour s'assurer que déjà leurs données sont sécurisées et quelles sont les bonnes pratiques mises en œuvre aussi pour sécuriser les données des entreprises sur le cloud? Souvent comme il dit, de toute façon, c'est le pilier numéro 1 parce que nos services, on le sort et on va le consommer via l'Internet. On sait que ce qui se passe en Internet, voilà, c'est un monde où il y a des gentils, il y a aussi pas des gentils, quoi. Donc il y a des gens aussi qui sont dans la concurrence, qui cherchent un peu à te... Voilà, quand tu as une bonne dynamique, à chercher à couper la dynamique. Donc il faut quelque part sécuriser tout ça, sécuriser les données et bien les sauvegarder. Pour revenir à ça, en tant qu'Orange, je pense qu'on a au-delà même de le faire pour nous, parce que je vous disais que voilà, on a nous notre centre d'expertise interne pour la sécurité, rien que pour la zone. Mais il y a au-delà de ça, il y a le SOC. Exactement. On a ce qu'on appelle la partie Security Operations Center pour permettre à des personnes de consommer la sécurité, même si ce n'est pas chez nous, on peut aussi le faire pour toi, avec des logiciels de sorte un peu à mettre, mettre aussi notre expertise à disposition des clients par rapport à ça. Mais aussi, il y a autre chose, parce qu'à l'intérieur technique, on appelle tout ce qu'on appelle le firewalling. D'accord, les murs de sécurité que nous mettons, qui sont des logiciels qui permettent de prévenir des attaques et autres. Voilà, il y a un ensemble de trucs, des bastions. C'est très complexe, je ne veux pas rentrer dans la complexité. Voilà, mais un ensemble de choses que nous mettons en place, justement, pour essayer de protéger un peu l'accès aux données des clients que nous hébergeons à l'intérieur du data center. C'est un ensemble de choses. Et en plus de ça, il y a le SOC, la surveillance. Que nous faisons à travers un peu les choses qui se passent autour un peu de l'environnement, des données que nous, on utilise au sein du data center. D'accord. Donc Orange peut accompagner... Donc j'insiste aussi sur vraiment ce qu'il a dit sur les SOC. Les SOC que Orange offre aux entreprises. Donc c'est la possibilité de mettre des sondes pour savoir le comportement si vous êtes en entreprise, de vos clients qui viennent accéder et qui viennent consommer du cloud chez vous. Donc, ce n'est pas forcément... Donc, on va mettre des sondes et on va observer comment les clients se comportent. S'il y a des clients de bonne foi ou de mauvaise foi, et comment ils se comportent. Et on va prévenir. Donc, vous avez toute une équipe qui est assise, qui ne fait que regarder, observer, anticiper. Et donc, ça vous permet d'être sécurisé. C'est en cela qu'il est... Son travail, c'est de surveiller. C'est vraiment de surveiller. Et qui envoie des rapports, qui préviennent, qui coupent les tentatives et autres. Qui a des oreilles un peu partout pour savoir voilà ce qui s'est passé aux États-Unis, ça pourrait arriver ici, voilà comment se prévenir avant que ça n'arrive et tout ça. Donc Orange a toute une équipe qui le gère cela et très important de le demander. C'est bon. D'accord, ok. On va prendre une dernière question avant de prendre aussi les questions de tous ceux qui nous suivent en ligne. On parle beaucoup de souveraineté numérique des États.
Ce concept peut-il être une réalité en Afrique? Mais bien sûr, ça peut l'être. Maintenant, ça dépend de... Peut-être c'est le concept de souveraineté des fois qui des fois appelle à confusion. Parce que quand on dit... quand tu veux être souverain alors que tu n'as pas la technologie, des fois les gens ils se disent bon, mais comment on peut être souverain à travers les données alors que les technologies ne sont même pas... ne s'est même pas produit chez nous. Donc ça dépend. Il faut juste qu'on comprenne peut-être ce qu'on veut dire comme, dans ce concept de souveraineté. Mais bien sûr, il le faut. Je pense, de plus en plus d'ailleurs, on commence à changer peut-être le concept pour que ça ne soit pas galvaudé, pour dire peut-être un peu le lieu de résidence de la donnée. Il ne faut pas que la donnée ne soit pas chez nous. Quand on veut en disposer, qu'on puisse en disposer. Parce que c'est ça, les données sensibles. Et de plus en plus, parce que les données avec l'IA, toute donnée est utile. Mais il n'y a plus de données qui ne sont plus sensibles. Parce qu'à cause des croisements qu'on peut faire avec les données maintenant, toute donnée de sortie, voilà, c'est devenu quelque chose d'utile parce que ça permet d'entraîner autre chose. Donc comment on peut y arriver? Je pense qu'il y a déjà un élément hyper important, c'est pouvoir disposer déjà des usines. Les usines, c'est les data centers, à la base. Donc, il faut au préalable qu'on puisse avoir beaucoup de data centers. Que les États construisent beaucoup de data centers. Si les États ne les construisent pas, mais aider, franchement... Construire des data centers. Voilà. Privé, privé, ça dépend. Mais privé, l'essentiel, c'est de pouvoir en avoir en résidence. Mais l'idéal, c'est de le confier à des... Comme on dit, l'expertise n'est pas à souhait, il faut le donner à des privés. Parce que ça demande une certaine expertise. Je vois mal les États construire, après ne pas avoir aussi des ingénieurs, parce qu'on connaît les ingénieurs avec voilà, les préjugés qu'ils ont au niveau des administrations. Donc c'est juste pour vous dire, donc, franchement, le principe, c'est ça. D'abord, c'est avoir des data centers. Beaucoup de data centers modernes. Et aussi la formation. Parce qu'on pense que c'est juste quelque chose qu'il faut juste dire et puis ça va se faire. Ce n'est pas juste de dire je signe un décret pour être souverain, que tu es souverain, parce que les ingénieurs, eux, ils ne comprennent pas les nationalités, malheureusement. Eux, voilà, le travail, il est là, ils bougent demain au Qatar ou en Arabie Saoudite ou aux États-Unis, malheureusement. Donc il faut la formation, et la formation des ingénieurs qu'on peut garder, c'est leur offrir aussi le terrain de jeu pour qu'ils puissent exceller. Donc je reviens au data center. Donc, il faut les équipements en Afrique. Et l'autre chose après, c'est le cadre. Et pour moi, le cadre, c'est la gouvernance. On a là, voilà, l'agence qui s'occupe de la sécurité des données personnelles. Bon, c'est tout ça le cadre. Il faudra le créer. Et comment on peut disposer des données? Soit c'est des données officielles, ce qu'on appelle les données gouvernementales, ou les données privées, comment on l'organise en termes d'usage. Je pense que si on a un peu ce triptyque-là, une bonne formation, voilà, des techniques, des data centers, avoir le bon terrain de jeu et des cadres qui permettent aux uns et aux autres de le faire, je pense qu'on pourra réussir dans la souveraineté des données. Prétendre à cette souveraineté. Voilà, c'est ça. Mais pouvoir l'exiger pour dire on le donne, moi j'y crois pas. Effectivement. Il y a les moyens d'être souverain. Souverain, exactement. Donc en plus, enfin, juste pour rajouter également un point, pour dire que en plus de tout ce qu'on a dit, c'est vraiment très important. Il y a également la possibilité de mettre des initiatives. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les ingénieurs, qu'on les a formés et tout ça, il faudra aussi que nous, pays africains, on soit dans l'élite. Donc il faut pousser les gens à pouvoir développer, créer, avoir des solutions locales ou des solutions locales que pourrait utiliser également le monde entier. Donc derrière, en mettant des cadres, en mettant des initiatives, en mettant des Facebook, exactement, en mettant tout ça en place, on arrive à pousser à aller dans les tripes des ingénieurs pour qu'ils créent. Donc c'est vraiment important. Encourager la formation dans les écoles et tout ça pour que les gens puissent créer et innover. Et ça, voilà. Et tout ça, c'est le terrain de jeu. Exactement. Parce que si le terrain de jeu est favorable, voilà, on peut demain avoir un Facebook. Mais si le terrain de jeu, un bon développeur, un bon ingénieur qui sort le central ou autre chose, vouloir rentrer en Afrique, c'est qu'il regarde, est-ce qu'il va même pouvoir exceller parce qu'il n'a même pas les prérequis pour faire pratiquer un peu ce qu'il fait. Donc, vous voyez, donc, les data centers permettront d'amener les technologies parce qu'on mettra tout le processing nécessaire et les solutions parce que les privés, ils peuvent faire ça, ils peuvent investir à ça.
Donc, si on l'a, voilà, ça permet de pouvoir arriver à ça, quoi. Mais plutôt, c'est plutôt un cadre que quelque chose qu'on peut exiger, quoi, pour moi. Oui. Tu as parlé d'un triptyque donc avec les data Les centers, la compétence au niveau des ingénieurs. Exactement, et le cadre. Exactement, c'est ça. C'est ça qui nous permet de solutions innovantes qui peuvent être utilisées de manière locale ou même l'exporter après. Je pense que c'est ça bénéficier au monde. Exactement. Ouais. Excellent. Cloud computing, optimiser les ressources et les opérations grâce au cloud, c'est le thème de notre webinaire de ce jour d'Orange Business Live. On va prendre vos questions. Donc je rappelle que vous pouvez poser des questions, donc préciser aussi votre nom, profitez pour vous présenter votre nom, votre entreprise, votre entité, et puis l'intervenant à qui s'adresse la question. On va les prendre tout de suite après cette vidéo. Dans le monde des entreprises, quand on décide de collecter et exploiter ces données, on oublie parfois les besoins d'archivage, les risques de perte et les soucis de maintenance. Mais heureusement, nous avons trouvé les bons partenaires. Longue vie à nos données. Avec les offres cloud d'Orange Business, accédez à nos data centers et profitez de solutions de stockage reconnues dans le monde entier. Orange Business. On a une question de Cassie Jean-Wilfried Quissier qui dit « Présentez-nous les ressources et les opérations qui peuvent faire l'objet d'optimisation par le cloud ». C'est vrai qu'on a parlé d'optimisation des ressources. Comment est-ce qu'on peut aussi optimiser les opérations grâce au cloud? D'accord. Bon, je sais pas, après, il y a deux volets peut-être, quoi. Il y a ce qu'on appelle... parce que quand on optimise les ressources, il faut voir peut-être à deux niveaux. Il y a une partie ressources financières, parce que des fois, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Et ensuite, des fois, on parle des ressources de consommation. D'accord. Quand on parle de ressources de consommation, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure de workload. C'est-à-dire c'est la charge de travail informatique que l'on processe, qu'on utilise un peu dans le cadre de ces services en tant qu'entreprise ou des services que je fais. Mais ces deux-là, de plus en plus, ces deux concepts, optimisation ressources financières et charge de travail, on a tendance de plus en plus, bon, c'est un peu très technique, on a tendance à le mettre dans un concept dans le domaine qu'on appelle la partie FinOps. C'est la gestion financière technique du cloud. Voilà, c'est un concept qu'on appelle FinOps qui permet un peu de gérer une logique d'optimisation de ces ressources-là. Et on peut le faire comment? Et donc d'optimisation des coûts. C'est les deux. D'accord. C'est que ça, on l'appelle FinOps. C'est que je disais, l'optimisation, c'est lié. Oui. C'est lié parce que comme on épouse le cloud, on se dit on va payer du as a service, donc en corrélation avec la charge de consommation d'informatique que je fais. Les deux vont ensemble. Parce que c'est ce qu'on vend un peu dans le cloud et c'est ce qui doit être le cloud. Voilà, ça doit être quelque chose de prévisible, prédictible. Donc si je mets davantage de workload, je dois amener à payer plus. Si je prends beaucoup d'espace de stockage, je dois appeler à payer plus, etc. etc. Mais l'essentiel, c'est de savoir à la base, en nominal, combien je paye. C'est ça qui est important dans ce travail-là. Bon, maintenant, après, je ne sais pas à quel niveau il le pense, lui, mais dans le cloud, c'est ça. Il faut d'abord le FinOps. Il faut pouvoir faire la partie, avoir un modèle de FinOps, de gestion un peu financière de ton modèle de consommation. Et là, tu le fais en corrélation avec les équipes des opérations, les responsables techniques et souvent avec la personne en charge de la finance. OK. Vous voyez, c'est un nouveau concept parce que c'est ce qui permet de savoir comment est-ce que toi, tu arrives à économiser ou à optimiser les ressources parce que c'est les trois qui doivent aller ensemble. Après, ça dépend de où est-ce que je passe. Là, je le parle pour quelqu'un qui est dans le cloud, parce que là, il a parlé du cloud. Mais par contre, quelqu'un qui n'y est pas encore, quelqu'un qui était sur ce qu'on appelait, il faisait l'informatique chez lui, ce qu'on appelle on-premise, depuis chez moi, là, il veut aller sur le cloud. D'accord ? Donc, lui, il a déjà un ensemble de coûts qu'il a chez lui, qu'il gère depuis sa salle machine ou son data center.
Et là, il veut savoir comment il optimise ça pour aller dans le cloud. Donc, pareil, c'est le workload, toujours, qui devient un peu l'unité de mesure. Okay. Ce qui me permet un peu de faire tourner mes services chez moi, ça me coûte tant. Si demain, j'enlève ces processus-là de système pour l'amener chez le fournisseur du cloud, combien il me le vend. Le facture. D'accord? Et sur cette base-là, tu fais un peu l'arbitrage nécessaire pour savoir est-ce que j'optimise ou je n'optimise pas. Mais là, on est en train de faire du FinOps. Je veux dire, là, je donne le truc direct qui permet. Maintenant, après, on va dire, j'enlève tel serveur, j'aurai le stockage, etc. Mais là, c'est franchement l'élément direct, technique, qui permet de pouvoir faire cette optimisation. C'est la partie FinOps. La partie FinOps qui permet d'évaluer les optimisations. L'optimisation que tu peux faire charge de travail, technique et financière en même temps. Et financière. Mais ce que je veux rajouter, c'est aujourd'hui, c'est évidemment l'optimisation, c'est un vrai problème pour les entreprises, puisqu'on a adopté le cloud, on réserve des ressources, on peut en réserver plus, avec la bonne foi. Et puis après l'utilisation, on se rend compte que voilà, on en a besoin plus, on en a payé plus. On paye plus, mais donc ce qui est fait aujourd'hui dans les clouds, dans les autres clouds, c'est de dire ok, on vous donne des outils qui vous font sortir des heatmaps, c'est-à-dire qui vont dire ok, tu as réservé 10 serveurs de telle chose, tu as consommé, on a fait des calculs, on se rend compte que donc c'est une photo avec du rouge, de l'orange, du vert, du blanc, etc., qui permettent d'identifier exactement le nombre de ressources que j'ai consommées. Et à partir de là, je vais rebondir sur mon FinOps et puis me dire, OK, après observation de 3 mois, 6 mois, 7 mois, il s'avère qu'il y a des choses que j'ai réservées que je ne consomme pas. Donc, comme c'est palpable, c'est des heatmaps, je peux dire, OK, ceux-là, je les déstocke, et là, c'est chargé, j'en remets une couche pour pouvoir gérer. Donc, à partir de là, je peux toujours donc calculer, bien calculer, avec des preuves vraiment tangibles, faire mon optimisation à partir de mon FinOps. Voilà. Et donc, calibrer en fait ma demande sur le besoin réel, sur le workload. Le workload, généralement, c'est lui le driver. C'est lui le driver. Aujourd'hui, ça existe. Voilà, c'est la clé pour pouvoir éviter les surcoûts en matière de cloud. Selon vous, est-ce que les organisations migrent trop vite ou pas assez vite aujourd'hui? Bon, on peut dire, même si je suis fournisseur, j'aurais aimé que tout le monde migre, mais je suis responsable de l'entreprise. On disait, l'entreprise a une raison d'être. Et après, tout dépend un peu de l'arbitrage que tu fais sur ton modèle économique. C'est ça qui drive. Mais par contre, je pense que de plus en plus, on peut le dire quand même à côté, on ne migre pas très vite. On ne migre pas suffisamment vite. Voilà, franchement parler, parce que l'économie actuellement est sur le numérique, c'est sur le digital. Et pour quelqu'un qui veut adresser un marché, le marché le plus important, il faut être dans le digital. Et souvent, voilà, on le voit, beaucoup de nos entreprises, les petites d'ailleurs, parce qu'avec l'esprit du start-up, les petits ils vont un peu plus vite. Ils commencent d'ailleurs avec le cloud. Mais nos organisations, ce qu'on appelle les entreprises intermédiaires ou les grosses entreprises, des fois, ils hésitent un peu à faire ce travail-là pour plein de trucs. Voilà. De manière historique. Est-ce que c'est sûr? Il y a l'aspect de la confiance qui se pose parce que on dit est-ce que si, etc. Voilà. Et puis c'est nouveau aussi. Donc justement, c'est nouveau, consommer ça en service, alors que moi, je l'avais tout un truc chez moi, je voyais les machines qui tournaient, il y avait des gars que je voyais faire ça, et je le donne, voilà. Il y a cette relation de confiance qu'il faut bâtir, et d'où l'intérêt, je pense, en tant qu'Orange, parce que c'est un peu ça, c'est plutôt avoir le partenaire de confiance concerné. Et nous, on a cette chance-là d'être avec des entreprises depuis longtemps. Voilà, depuis longtemps, on les fournissait, même si c'était des services de télécommunications. De plus en plus, on est en train un peu de se transformer pour être aussi une entreprise technologique, pas que de communication. On est dans le digital, on fait autre chose, on est dans la banque et dans la partie mobile money et autres. Et tout ça combiné permet de pouvoir être ce partenaire-là en plus, parce qu'on fait le cloud pour nous, on le fait, on sait bien, beaucoup de choses que vous voyez, nos services, tournent dans le cloud, qu'on fait pour nous-mêmes. Au-delà de le vendre, on le fait pour nous-mêmes. Et je pense que grâce à ce partenariat de confiance, voilà, pour ceux qui hésitent, il faut plutôt aller chez des gens, des sachants qui comprennent et puis dont leur économie tourne déjà sur ça pour vous aider un peu à accélérer le saut.
Pour ceux qui hésitent, il faut le partenaire. Parce que tout le monde en parle, vous voyez les définitions, hein, chacun avec sa définition. Et malheureusement, il y a des gens, parce que c'est du hype, on parle de cloud, chacun veut le faire, mais il faut le faire de manière correcte et normale. Ben, ce n'est pas juste parce que c'est la tendance qu'il faut le faire. Effectivement, effectivement. Une question propre à notre environnement africain. Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés que rencontrent les entreprises africaines dans la migration vers le cloud? Alors, dans la migration vers le cloud, donc, on en a parlé tantôt, hein, pour les entreprises qui veulent faire du cloud on-premise, on a vu tout ce qu'on a cité. Oui. Énergie, tout ça. Donc, on a tout cité. Les contraintes d'énergie. Les contraintes énergétiques qu'on a citées. Après, il y a, on disait tantôt, il y a la confiance. La confiance qu'on a. Il y a la réglementation. Aller vers des donc, partenaires. Si on a la chance d'avoir un partenaire de confiance comme Orange qui tourne depuis et qui a beaucoup d'entreprises depuis, ça passe. Parce que je sais lui confier tout ce qui est sécurité. On en parlait du SOC tout à l'heure. Je sais lui confier la sécurité, je sais lui confier la sauvegarde. Je sais d'un premier temps, même si ce n'est pas conseillé en général, mais prendre mon équipement, aller le déposer chez Orange d'un premier moment parce que j'hésite. Au fur et à mesure, je monte en confiance, donc je sais le faire. Mais si dans l'espace africain, je n'ai pas ce type de partenaires-là, c'est normal que j'hésite un peu. Et puis après, la formation. Il faut des gens pour me donner la confiance en tant que directeur général. Si je suis directeur général, il faut savoir que mes collaborateurs savent de quoi ils parlent et en disant que c'est sécurisé, ils disent vraiment que c'est sécurisé. Donc c'est des points comme ça que je soulignais, mais que on pourra ajouter. Quoi. En effet. Je pense dans le contexte africain, on a, bon, c'est peut-être beaucoup de volets. On ne peut pas, dans l'adoption de l'offre cloud, parce que on consomme le cloud. Peut-être nous tous, on en consomme. Hein. Je pense qu'on a, d'ailleurs, quand je vois l'appétence à utiliser TikTok par même les tout petits, on en consomme. Franchement, sur l'esprit, est-ce qu'on on consomme le cloud. Mais vous voyez, quand je vous disais les services, on le consomme comme du as a service, software as a service. Pour dire, on fait du cloud. Maintenant, je pense dans ta question, c'est comment on fait pour se positionner. Peut-être dans l'offre du cloud. Peut-être c'est plutôt ça. Parce qu'on nous consomme. Nous tous, on est des consommateurs du cloud tous les jours. Tout à fait. Mais comment, en tant qu'Africains, dans le contexte africain, comment est-ce qu'on nous-mêmes, on s'approprie ou on développe notre modèle économique autour du cloud? Peut-être c'est ça. C'est vrai que c'est un deuxième volet. Voilà, c'est peut-être ça qui manque. Et aujourd'hui, comme il l'a dit, je pense déjà il y a l'infra qui revient. Il faut le dire, quoi. Il y a l'infrastructure. Les serveurs, les machines. Les serveurs, les data centers surtout. Les data centers, bon, dans certains pays, on a des problématiques un peu d'énergie parce que l'énergie aussi est un élément central dans l'éclosion du cloud. Et ça, c'est des facteurs limitants. Il faut le reconnaître, quoi. La chance qu'on a, c'est que sur le réseau, même sans énergie, on a rattrapé quand même en termes de pénétration, parce qu'aujourd'hui on a la fibre, voilà, même si on n'a pas encore, c'est ce qu'on appelle les gigabands, pour parler de l'IA, parce que l'IA aussi a encore des besoins de consommation en termes de ressources qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaissait jusqu'à présent, quoi. Mais au moins, ça, c'est des facteurs limitants. Maintenant, pour revenir sur ce qu'il nous faut, bon, ça, je pense que sur les data centers, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a la partie sur les expertises. Oui, donc les compétences. Les compétences. Et c'est sur les compétences peut-être qu'on a besoin de travailler. Voilà, il faut le dire. Il y a une inadéquation entre les formations professionnelles et les besoins du marché. C'est ça, c'est surtout ça le problème. C'est-à-dire, bon, en tant qu'Orange, on essaie parce qu'on le voit. À chaque fois qu'on veut lancer nous-mêmes, on le voyait quand on voulait aller plein pot dans le digital pour mailler, etc., on a vu qu'on avait du mal à avoir peut-être les compétences, comme on dit, à souhait, quoi, qui se trouvent dans la chaîne globalement, d'où l'existence des Orange Digital Center. Parce qu'on sait qu'il y a des choses que l'écosystème demande. Et pour cette partie-là, il y a du travail à faire, il faut reconnaître, quoi. Avoir plein d'ingénieurs, pas seulement des développeurs, parce que souvent nos jeunes développent, mais il y a aussi la couche intermédiaire.
Tu vois, maîtriser la couche intermédiaire dans les data centers, pouvoir travailler, exceller sur des choses, le middleware, la partie containerisation, parce que ce sont toutes ces choses-là qui permettent après de pouvoir nourrir l'écosystème du cloud et ensuite de l'éclore. Et ça, par contre, ça manque. Ça manque un peu dans les ressources, franchement, c'est à nous. Les vrais gaps, c'est les ressources. Les ressources humaines. Mais comme on le voit, on consomme. On consomme beaucoup le cloud. Ah, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ben, notre webinaire tire à sa fin. On va terminer en vous arrachant à chacun un mot de fin. Et pour le mot de fin, je dirais, si vous deviez donner un seul conseil à une organisation qui veut repenser ses pratiques opérationnelles grâce au cloud, quel serait-il? Alors, la première des choses, c'est de savoir exactement où on veut partir. C'est quoi l'objectif? Évidemment, c'est de gagner de l'argent en tant qu'entreprise, en tant que, voilà, mais c'est quoi on veut faire? Est-ce que moi, je suis vendeur sur Internet? Est-ce que je veux vraiment vendre au-delà, bien sûr, de mon pays, au-delà de tout ça? Et si je me donne ces ambitions-là, ça veut dire que derrière, il me faut des infrastructures pour l'accueillir. Et dès maintenant, il faut que je me mette dans la tête que je dois aller vers des infrastructures qui sont professionnelles et que je peux rajouter, comme on l'a dit, rajouter les ressources, etc. Après cela, il y a... il faut que ça tienne dans ce que je fais, sur le long terme. Donc, voilà, des choses comme ça. Ensuite, derrière, il faut dire qu'on peut, à travers ces données-là, créer d'autres choses dont on n'a pas forcément parlé ici, notamment avec l'IA. Je peux avoir des données. Moi, dans mon ancienne vie, j'ai travaillé avec une entreprise qui, elle, ne faisait que collecter des données et les vendre. Donc, collecte les données et juste les vendre. Donc, essayer de les anonymiser, de faire des choses et puis de les vendre. Mais c'est beaucoup d'argent. Donc, voilà. Ça veut dire que le cloud, il a ouvert. Et puis après, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Une fois c'est bien structuré, on sait ce qu'on veut faire, on se donne les moyens pour y arriver. Et la Côte d'Ivoire offre pas tous les moyens, mais la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest offrent quand même des moyens pour le faire. C'est ça. Voilà, donc on a dit, on a les gosses, on a Orange même, on a plein de choses comme ça qui nous aident à pouvoir y arriver. Donc c'est toujours où on va. Et si ce n'est pas clair, on aura mis de l'argent, on aura réservé des ressources, et puis vers la fin, voilà, on n'a pas le retour sur investissement. Donc voilà. Encore une fois, le cloud computing, c'est d'avoir de l'argent parce qu'on a une entreprise, parce qu'on voilà, veut monter des choses. Et voilà, il faut se mettre dans la tête que c'est pas pour faire de la mode. Si pendant qu'on se fait de l'argent, on est à la mode, tant mieux. Mais toujours est-il que c'est d'avoir de l'argent, j'incite à la structure. Voilà. Donc moi, c'est mon point. Savoir exactement où on va. Merci Franck. Donc il faut bien clarifier sa vision, bien clarifier aussi ses ambitions business et garder en tête qu'il existe des partenaires locaux, des partenaires de confiance qui peuvent accompagner dans cette transition-là. Exactement. Mactar, on va t'arracher aussi un mot de fin. Oui, je pense que je vais utiliser plutôt dans le résumé, tu as bien parlé des partenaires de confiance. Il faut trouver le partenaire de confiance. Je pense que si on veut aller épouser les clouds parce qu'on pense en modèle d'affaires, trouver le partenaire de confiance et je pense voilà, il faut venir voir les équipes d'Orange. Voilà. Ouais, c'est tout simplement. C'est ça le mot de fin, voir les équipes d'Orange qui vont vous écouter. Voilà, pour ça. Voilà, qui vont vous écouter, qui pourront bien vous aider à clarifier votre besoin et proposer surtout des solutions qui sont adaptées à vos besoins. Merci en tout cas à nos deux panélistes. Merci Franck, Mactar. On a vu que le cloud est un véritable levier stratégique, ce n'est plus une option. Et s'il est bien pensé avec une gouvernance claire, il peut permettre de bien maîtriser ses coûts, d'augmenter sa rentabilité et d'être plus efficace, plus agile dans son entreprise. Et comme on l'a si bien dit, le défi n'est plus de savoir s'il faut aller ou pas vers le cloud, mais comment le faire de manière intelligente en gardant le contrôle sur la valeur, la sécurité et aussi la longévité des solutions qui sont mises en place. Et bien entendu, tout ceci ne peut pas se faire sans avoir des partenaires de confiance, des partenaires qualifiés.
Et Orange est là. Orange est là à travers aussi le GOS pour vous apporter ces solutions. Un merci chaleureux à vous qui avez suivi ce webinaire, qui êtes resté jusqu'à la fin en dépit des incidents techniques qu'on a pu observer au début. Merci pour votre participation. Excellente fin de matinée à tous et à très bientôt pour la prochaine édition d'Orange Business Live. Dans le monde des entreprises, quand on décide de collecter et exploiter ces données, on oublie parfois les besoins d'archivage, les risques de perte et les soucis de maintenance. Mais heureusement, nous avons trouvé les bons partenaires. Longue vie à nos données. Avec les offres cloud d'Orange Business, accédez à nos data centers et profitez de solutions de stockage reconnues dans le monde entier. Orange Business.